Et on va pouvoir commencer sans plus tarder avec nos sous-parties de ce bilan de la LDC. Et est-ce que, à votre avis, le Bayern ou Manchester City sont les grands favoris de la Ligue des Champions? Non, Non? non. Le Moi, je Real pense, Madrid. moi, je pense que c'est l'avis d'un supporter du Real Madrid et de Liverpool qui parle. Parce que, excepté le Real Madrid, pour moi, si tu fais un top 3, c'est Manchester City et le Bayern, que ce soit en termes d'effectifs, en termes de jeu, en termes de ce qui a été accompli sur les dernières années, que ce soit sur le plan national, sur le plan européen et sur ce qui a été sur le début de saison. Je vois pas comment on peut pas mettre les deux dans le grand favori avec le grand Real Madrid comme d'habitude. Parce que moi, le souci, ce qui me dérange avec ces deux équipes, c'est que les deux ont souvent déjoué et ont souvent déçu ces dernières années. Un peu moins le Bayern que City, même si voilà, on sait qu'ils l'ont remporté en 2020. Mais je vois pas la carrure d'un candidat vraiment annoncé, certifié. Et quand je vois un petit peu les problèmes du Bayern, ne serait-ce qu'au niveau des blessures, etc., je me dis pas, cette équipe-là, ça y est, elle va chercher la Ligue des Champions cette année. Et City, c'est pareil, c'est les mêmes limites, même si Erling Haaland est là. Force est de constater que moi, je suis encore sceptique sur ce Manchester City en Champions League. Mais faut pas oublier que on parle, tu vois, de favoris. C'est pas moi aussi le Bayern, je suis assez dubitatif. Manchester City encore plus parce que sur le plan sportif, je suis très serein. L'effectif est complet. Même si on va revenir après, peut-être ça manque un peu de quelques profils en attaque parce que depuis qu'ils ont perdu les Sterling, les Sané, ils ont que des profils d'ailier 10 créatifs. Il y a plus ces joueurs avec la percussion qu'ils avaient avant. Donc ça enlève. Mais il y a Erling Haaland maintenant qui apporte ce chaînon manquant. Mais là, le Bayern aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes depuis Nagelsmann, même depuis le départ de Flick simplement. Mais quand on parle de favoris, c'est ceux qui ont potentiellement peuvent la gagner, voilà, qui ont le plus de chances. Et donc c'est pas forcément, voilà, c'est comme je te dis là, je prends un exemple à la Coupe du Monde, la France, je les mets dans les favoris. Il y a beaucoup de problèmes, mais ça reste dans les favoris. Là, le Bayern, ils font partie comme Manchester City, des potentiels vainqueurs avec le Real Madrid, malgré les problèmes qu'ils ont. Parce que sinon, tu mets jamais de favoris si personne n'est au top. Non, je mets le Real Madrid tout seul favori et après un contingent d'outsiders sérieux. Après le Real Madrid. Moi, je mets pas le Bayern et City au niveau de ce Real Madrid-là qui, à leur T où je te parle, a l'air vraiment imperturbable et on a l'impression que personne ne peut stopper leur marche en avant. Raoul, Imran, qu'est-ce qu'on en pense du Bayern et de City? Est-ce que pour vous, c'est vraiment les deux gros favoris de cette Ligue des Champions? Et est-ce que c'est des favoris qui se détachent ou il y a d'autres équipes qui peuvent s'atteler à ce prestige d'être le favori? Pour moi, c'est le Real le favori, parce que c'est le Real qui est le plus calibré pour gagner la Ligue des Champions. Le Bayern et Manchester City, je vais les mettre dans la caste des gros outsiders. Mais pour moi, et si je dois me livrer, et je vais me livrer, ce ne serait pas eux que je vois gagner la Ligue des Champions. Pour moi, c'est plus soit le Real Madrid, parce que c'est le grand favori, parce qu'elle a la Champions dans son âme, ou alors une équipe qui sait jouer ce genre de gros match et qui raffole de ce genre de gros match que seront des quarts, des demi-finales de Ligue des Champions. Et parmi ces équipes-là, je vois Chelsea, parce que Chelsea, on est souvent là dans les gros matchs et nos gros matchs c'est souvent contre les gros, et aussi Liverpool. Il ne faut surtout pas négliger les hommes de Jürgen On parlait Klopp. tout à l'heure Liverpool. Et Raoul, est-ce que tu les mettrais dans les deux gros favoris ou tu en vois un autre? Moi, au début de saison, je pars avec ce principe-là que j'ai mes 4 favoris en demi-finale, parce qu'après, je ne donne pas la finale parce que ça dépend souvent de beaucoup trop de paramètres. Pour moi, je suis parti avec City et le Bayern, effectivement, parce que pour moi, ce sont les deux équipes qui apportent le plus de garanties, et sur le terrain et en dehors aussi, qui ont le plus de stabilité. Maintenant, les deux autres équipes qui rejoignent le plus, pour moi, c'est Paris. Parce qu'il y a un trio devant qui, on ne peut pas l'éviter, c'est potentiellement le meilleur trio actuellement sur le terrain, qui s'appelle évidemment Messi, Mbappé et Neymar. Qui, mine de rien, le PSG est la seule équipe qui a vaincu avec le Napoli jusqu'aujourd'hui. Mine de rien, c'est quand même important parce qu'on sait que c'est pas toujours aussi facile que ça. On attend de voir aussi, il y a quelques réglages à développer après la Coupe du Monde pour le PSG. Et la quatrième équipe, moi, j'hésite entre le Liverpool, qui je pense a fait de la Ligue des Champions son choix premier cette saison par rapport à la Première Ligue, et donc le Real Madrid, qui a quand même une stabilité, avec malgré le départ de Casemiro, avec Tchouaméni et une équipe de plus en plus jeune cette saison. Mais après, sur le Real Madrid, moi je suis d'accord, ils restent les grands favoris, et on sait que c'est leur compétition à Champions League, mais depuis là, 2 ans, voilà, surtout avec Ancelotti, on a l'impression que, je vais pas dire le facteur chance, mais ils arrivent toujours à s'en sortir, peu importe les situations, que ce soit en Ligue 1 ou en Champions League, mais à un moment donné, il va bien falloir que ça s'arrête. Et en plus, on sait très bien que c'est dur de gagner avec ce style de jeu. Quand c'est pas toi qui domine totalement tes matchs, généralement tu regagnes pas 2-3 fois d'affilée. C'est les équipes qui
imposent une dictature, entre guillemets. Ce sont des équipes qui avaient leur propre philosophie, qui dominaient les matchs de A à Z, et ça a duré quelques années. C'est moins vrai cette année parce que le Real Madrid cette année met un plus gros point d'honneur à justement maîtriser ses matchs et parfois même ça lui joue des tours en Liga, on le voit. On l'a vu contre Girona, on l'a vu contre Osasuna, on l'a vu contre Leipzig aussi. Il y a cette volonté de contrôle, de vite se mettre à l'abri et ensuite de contrôle. Et parfois même le Real Madrid ne tue pas assez vite ses matchs et devrait peut-être mettre 1 ou 2 buts de plus. Mais le contrôle, il y a quand même un changement dans le jeu, il y a quelque chose de différent. C'est pas juste l'équipe qui subit et puis t'envoies Valverde au charbon, Benzema va marquer et puis si tout se passe bien, Vini va réussir son dribble. C'est vraiment plus trop ça. Et puis surtout avec l'apport d'Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain, t'as une force supplémentaire offensive parce que t'as un mec technique, ouais. t'as un mec qui arrive à te trouver des passes exceptionnelles comme contre l'Atlético de Madrid sur le but de Rodrigo. Voilà, c'est le genre de choses qui font pencher la balance en ta faveur. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer à l'autre sous-partie qui va être la Juventus. La Juventus de Turin qui est officiellement reléguée en Europa League. Et est-ce que pour vous, c'est un désastre pour cette équipe ? Désastre, oui. Surprise, non. Surprise, non, parce que la Juve, c'est un club qui tangue depuis le départ de Giuseppe Marotta. Depuis ce départ-là, et aussi un peu depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo qui a mis un gouffre financier énorme, le club ne fait que de faire des mercatos catastrophiques où il n'y a aucune cohérence. Il n'y a aussi aucune cohérence dans le choix des entraîneurs. Tu as pris Massimiliano Allegri, enfin tu l'as viré en 2019, pour prendre Maurizio Sarri et Pirlo, 2 entraîneurs qui n'ont pas l'ADN de la Juve. Et pour reprendre un coach que tu as viré et qui au final n'a toujours pas changé et qui au final apporte peu à cette équipe. Et donc cette chute-là, pour moi, elle paraît au final logique. C'est un désastre, oui, parce qu'on attend beaucoup plus de la Juve, mais est-ce que c'est une surprise ? Non. Franchement, cette Juve, comme il dit Imran, c'est pas une surprise. C'est un désastre, mais c'est pas une surprise. Voilà, fallait bien que ça arrive un jour. Quand tu accumules pendant tant d'années les mauvais choix, notamment avec la direction, ça finit par se payer et tu payes le prix cher, notamment dans ces compétitions, comme on le sait, où l'exigence est élevée comme la Champions League. Maintenant, cette Juve, franchement, au départ, elle avait une bonne philosophie. J'aimais bien parce qu'elle a fini par payer cette philosophie de se dire, ouais, nous, on peut vendre tout le monde et n'importe qui parce que le club est au-dessus de tout. Et à la fin, ils ont commencé à vendre tout le monde. Ça veut dire Cancelo, on reçoit une offre, on le vend. Moïse Kean, c'est notre crack, on reçoit une offre, on le vend. Tout le monde, personne indispensable. Et à la fin, tu t'es retrouvé avec un effectif en souris. Voilà, il y avait des joueurs qui, comme actuellement, qui n'ont pas le calibre pour jouer à la Juventus. Et ça leur coûte très cher. Après, comme tu as dit, sur les coachs, moi, je pense pas que c'est forcément, parce que prendre Pirlo et notamment Maurizio Sarri, tu vois, c'est comme si l'Atlético Madrid, là, après Simeone, vont prendre un coach qui va jouer au football et il va pas réussir, on va dire c'est pas leur ADN. Après, tu vois, tu peux changer d'ADN. Si le coach ça marche pas, ça marche pas. Et moi, je pense l'idée quand même d'aller prendre un coach qui pouvait prôner le beau jeu et t'apporter des résultats et qui était une référence en Serie A, comme Maurizio Sarri. Et même après, tu vas chercher un Pirlo qui est une légende du club et c'est le moment de se lancer. Mais des fois, ça marche pas. Là, on peut le voir avec Xavi, c'est un autre cas. Mais comme on l'a vu avec Lampard à Chelsea, c'était aussi une bonne idée. Après, moi, c'est plus sur l'effectif qu'ils ont, qui franchement déjà c'est très très insuffisant. Et après sur les arrivées comme il y a eu comme Ronaldo, est-ce que lui, il y a beaucoup de gens qui disent depuis qu'il est là, la Juve a commencé à mal aller. C'est un peu vrai. Est-ce que c'est de sa faute? Je sais pas, parce que lui malgré tout il faisait ses performances, il a peut-être modifié un peu l'équilibre. C'est normal quand un joueur comme Ronaldo il arrive à ce moment-là, mais lui quand il arrive à ce moment-là, c'est que la Juve était dans une optique de gagner la Ligue des Champions et il leur manquait ce chaînon manquant, et à la fin ils ont fait que dégringoler, et c'est ça qui est triste. Mais il y a un moment, ça paye pas quand tu fais des échanges, mais comme Danilo et Cancelo, t'es perdant, mais sur toute la ligne. Et aujourd'hui, Cancelo était très bon à l'époque, maintenant il est encore meilleur avec Guardiola, c'est un autre style, mais il était déjà très bon. Ça fait longtemps Cancelo qu'on le disait. Et voilà, tu peux pas le vendre sous prétexte que on peut vendre n'importe qui parce que personne n'est au-dessus du club, parce qu'il y a des petits soucis. Ça, c'est un exemple, il y en a plein, mais voilà. Et puis voilà, les cadres, ils ont été mal remplacés. Quand tu vois l'échange Arthur et Pjanic. Voilà, l'échange Arthur Pjanic qui à ce moment-là était un taulier à la Juve. On n'en parle pas, même si Arthur a aussi à ce moment-là au Barça, c'était un joueur qui était entre guillemets un crack, qui avait un grand avenir, mais ça n'a pas marché. Rabiot sur long terme, ça a marché au début, mais ça n'a pas marché. Tu remplaces par Matuidi. Tu as des joueurs qui ont perdu du niveau sur les dernières années, comme des Alexandro, des Dybala, qui même s'il n'est plus là, mais qui voilà, avait perdu son niveau. Tu as cette défense aussi qui a été vieillissante. Mais après, par exemple, tu as été chercher Mathis De Ligt, qui est l'un des meilleurs cracks à ce poste-là. C'était une bonne décision. Après, est-ce que c'est ta faute si lui, il s'impose pas? Ou est-ce que tu devais te dire à l'avance que peut-être son style de jeu, lui, n'était pas compatible, comme le disait Imran, avec la philosophie que tu as?
la question peut se poser. Moi, je suis pas si sûr parce qu'un mec comme Bonucci s'est imposé à la Juve pendant quelques temps et malgré tout, il a toujours eu cette philosophie un peu d'être propre, de bien ressortir les ballons, d'être un défenseur propre. Donc, il y a un peu de malchance malgré tout, mais la direction est en grande partie fautive. Ça, je suis d'accord. Est-ce que vous avez un truc à ajouter ou tout a été dit? Moi, j'ai juste une chose à rajouter par rapport à cette Juve-là. Il en manque Zizou. Autant je n'aime pas les équipes de Serie A, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Je leur souhaite pas un tel cataclysme. Mais non, par rapport à la Juve, ce que tu disais au tout début, par rapport au fait on vend Cancelo tout de suite, on vend tout de suite Spinazzola, etc. C'est parce que justement, il y a eu aussi ce fait d'avoir loupé la vente d'Alexandro, tu vois. Et ils se sont dit, bon, Alexandro, on le garde. Sauf qu'au moment où ils ont décidé de le garder alors qu'ils pouvaient le vendre, il n'a pas confirmé, et derrière ils se sont dit on va plus jamais faire ça, et je pense que ça a aussi en partie impacté justement la manière de la Juve d'être gérée. Finalement, en fait, c'est la stature d'un grand mais qui se comporte comme un Monaco ou comme un Olympique Lyonnais actuellement, tu vois. Et au-delà de ça aussi, c'était Allegri lui-même qui disait après 2017, après, alors franchement, je peux aller jusqu'au bout, je peux aller peut-être chercher quelque chose, mais après ça, il faut absolument renouveler l'effectif qualitativement, et ça n'a pas été fait. Mais t'as vu, quand t'as Moïse Kean, moi je me rappelle en 2008-2009, Moïse Kean, on dit c'est le crack. Et c'est vrai que c'était le cas. Mais comment, à la première offre venue, soi-disant un joueur pour toi qui est de la nouvelle génération, qui peut être ton joueur à l'avenir, futur de ton club, de la sélection, qui prouvait à ce moment-là, comment tu peux le laisser partir comme ça sur un coup de tête à Everton? C'est ça qui était parti. Tu vois, moi, il y a des choix que je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Les joueurs, tu les avais entre tes mains, des Cancelo, des Moïse Kean, même s'il y en a, comme on a dit, avec des Alexandro, des Dybala, ils ont eu des baisses de régime, mais tu avais des joueurs, ils étaient entre tes mains. Et même, il y a des choix tactiques, je comprends pas. Comment Pirlo, il a joué pendant un an en 4-4-2 avec Weston McKennie, avec ce Pirlo rôle. est un jeune coach. Oui, Pirlo mais n'avait aucune expérience. Tu peux pas lui en vouloir. J'aimerais rebondir sur ce que tu dis sur les ventes. Pour moi, je pense que le passage de Ronaldo a forcé la Juve à vendre parce que le salaire de Ronaldo, c'est un gouffre financier énorme. Et du coup, tu étais obligé de compenser cela par des ventes. Et ça a peut-être impacté aussi le futur de la Juve parce que pour moi, le futur de la Juve, ça aurait dû être Mathis de Ligt, ça aurait dû être Bremer aujourd'hui qui était un bon choix. Ça aurait dû être aussi Cuti Romero qui a été vendu, qui a été prêté à l'Atalanta en 2020 et qui a fini meilleur défenseur de Serie A, même du club, et qui a après été vendu à Tottenham. Ça a aussi impacté par exemple le futur des latéraux parce que tu as toujours Alexandro sur le côté gauche alors que tu pouvais avoir mieux et Cuadrado à droite. Et Cuadrado à droite, un ailier placé en latéral alors que tu avais Cancelo en 2018 et au final tu as dû le vendre en partie parce que Abdou revenait sur le fait que la Juve avait peur de vivre à nouveau à l'épisode d'Alexandro, mais surtout parce que tu avais Ronaldo et tu avais des tonnes de transferts surpayés qui mettaient la Juve dans un gouffre financier. Et ce gouffre financier, on l'a vu et on l'a ressenti quand la Juve a absolument tout fait pour que la Super League ait lieu en 2021 parce qu'ils savaient que ce serait une manne financière non négligeable. C'était pas les seuls non plus. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer et je vais commencer avec toi, Raoul. Est-ce que pour toi, tu vois Liverpool un vainqueur surprise de la Ligue des Champions cette saison? Ouais, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai même dit plus tôt dans une autre émission que Liverpool avait fait le choix entre ou le championnat ou la Ligue des Champions. Maintenant, je pense que ça a avéré, ils ont fait le choix de la Ligue des Champions. Je pense que ça se prouve par le fait qu'ils ont un effectif qui est beaucoup plus limité qu'avant déjà. On le voit déjà par la multitude de blessures au sein de l'effectif. Malgré tout, ça reste quand même une grosse colonne vertébrale qui est similaire à celle de l'équipe de 2019 qui a gagné le titre suprême. Donc j'attends d'eux qui montrent plus et que leur système soit stable en fait cette saison. Ça peut le faire. Je le rejoins totalement. Après, oui et non. Non, parce que c'est compliqué de mettre un Liverpool devant un Real Madrid actuellement, je pense.
et même pour la suite de la saison. Mais oui, parce que en fait, le Liverpool actuel, même si il y a des choses qui nous déçoivent, ça me rappelle furieusement le Liverpool de 2018. C'est-à-dire une équipe qui, en première ligue, tangue un peu, a du mal à trouver son rythme de croisière, une équipe qui se cherche encore, qui cherche la stabilité, mais qui, en Champions League, tout roule, parce que finalement, tu finis deuxième de groupe, mais t'as égalité de points avec le Napoli en tête, 15 points chacun. Donc déjà, c'est significatif. T'as un Mohamed Salah qui est le meilleur buteur jusque-là de la Champions League cette saison, et qui en plus a battu un record exceptionnel. Donc franchement, t'as des arguments, t'as un Anfield qui arrive encore à se sublimer, on l'a vu contre le Napoli, et il était temps parce que ça devenait plus une bibliothèque qu'autre chose, mais pour moi, à Liverpool, il y a une carte à jouer, et puis surtout, par rapport au gros clin d'œil historique, la finale est à Istanbul, et Liverpool a déjà joué une finale célèbre en 2005 dans le même stade, donc bis repetita, pourquoi pas. Justement, Abdou, tu fais le parallèle avec 2005. Pour moi, ce Liverpool-là me rappelle celui de 2005. Une équipe qui est totalement à la traîne en première ligue, qui est capable de perdre des matchs sur des erreurs absolument épouvantables. Et c'est surtout des matchs à domicile qui sont capables de perdre, un peu comme en 2005. Et le truc, c'est qu'en Champions League, Liverpool, c'est pas une équipe qui, comme en 2018, est capable de se sublimer face au gros parce que son style lui permet de se sublimer face au gros. Les espaces, la transition. Non, c'est une équipe de coups durs. Liverpool, c'est une équipe de coupe. Et j'ai l'impression d'être même de retour dans les années 2000 quand je revois ce Liverpool. C'est-à-dire un Liverpool qui est banal en première ligue, mais en coupe, c'est une équipe qui arrive à se sublimer. Et même, je peux même faire un parallèle avec 2001 où Liverpool ne fait pas une si bonne saison que ça en première ligue. Si, ils font une bonne saison, ils finissent deuxième de PL, ils sont qu'à quelques points du titre, mais ils ont quand même mis l'accent sur les deux autres coupes. Voilà, ils ont mis l'accent sur tous les autres trophées possibles que tu pouvais atteindre. Donc le bouclier de la communauté, qui est le trophée le plus amical du monde, la League Cup, la FA Cup, la Coupe de l'UEFA et la Super Coupe d'Europe. Mais moi, ça me rappellerait plus un Liverpool 2005, comme tu l'as dit, dans le sens où en 2005, on a vite lâché la Première Ligue, mais après, on t'a proposé la Juve, on t'a proposé Leverkusen, si je ne me trompe pas. Oui. On t'a proposé Chelsea et t'as affronté l'AC Milan. Et en fait, Liverpool a besoin de ça. Et on le voit aussi en Première Ligue cette saison. Face au gros, en fait, tout baigne encore. Et même contre Arsenal, même si t'as perdu 3-2, finalement, dans le contenu, t'as quand même réussi à tenir le nul un long moment. Et dans le contenu, il y a des choses assez intéressantes. T'as un Darwin Núñez qui commence à trouver son rythme de croisière et qui progresse dans le jeu. T'as un Salah qui est énorme quand on le laisse rentrer à l'intérieur du jeu. T'as un Konaté qui est impérial. Vraiment, t'as Harvey Elliott qui est monstrueux aussi, qui porte Liverpool. Son côté, lui, d'ailleurs. Ouais, t'as Harvey Elliott qui porte Liverpool à 19 ans. Et c'est incroyable. Non, je vous dis, franchement, ce Liverpool-là, si ça croise que des gros ou le FC Porto, parce que en général, ils aiment bien affronter les Portugais, ça peut bien se passer pour Liverpool cette année. Tous les gros sauf le Real. Mais en plus, vous avez parlé du Liverpool 2018, un peu plus 2005 et tout. Mais moi, il y a aussi ce Liverpool 2016-2017. Qui me rappelle un peu. Non, 2015-2016, excusez-moi, la première année de Klopp où il remplace Brendan Rodgers, ça me rappelle un peu ça. En championnat, ils étaient à la ramasse totale, 9e, 10e à peu près. Et par contre, quand il fallait jouer les matchs d'Europa League, c'était une équipe exceptionnelle jusqu'à la finale. Exactement. Et ce Liverpool est une équipe, et son coach est comme ça aussi. C'est quelqu'un sur quelques matchs, avec cet effectif-là, ils peuvent faire des gros coups. Mais après, aujourd'hui, ils sont dans leur jeu, ils sont devenus, voilà, chez Abdou, tu le penses aussi, tu le partages, mais on connaît tous notre avis sur ça, on va le dire, mais c'est qu'ils sont trop stéréotypés. Quand tu changes d'identité, c'est compliqué. Là, on voit que c'est une équipe qui ressemble un peu par moment aux équipes qui ont joué en tiki-taka, mais qui étaient en fin de cycle. Ça veut dire où ça fait tourner la balle, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Et le Liverpool d'avant, avec les transitions, c'était beaucoup mieux. Après, il y a des joueurs aujourd'hui, on dit ils ont plus de niveau, des mecs comme Anderson et tout. On dit que des Naby Keita, ils devraient prendre leur place, mais est-ce qu'un milieu, justement à l'époque comme t'avais, quand t'avais Anderson au top avec une de la Sentinelle, ou même lui avant, t'avais des Oxlade-Chamberlain et tu peux mettre un Thiago à gauche, on va dire, c'est justement pas plus ça va pas plus correspondre au style de jeu que Klopp avait en transition, que si tu fais jouer un milieu avec Thiago, Fabinho et Keita par exemple, qui est plus un style de jeu pour jouer la possession, moi je trouve. Thiago a appris à jouer au jeu de Klopp. Thiago est très intelligent et aujourd'hui il est fondamental. Après, malheureusement, les blessures les ont amputés, mais je reste persuadé que les deux milieux qui matchent le plus avec le jeu qu'on devrait prôner, qu'on devrait développer, c'est Oxlade-Chamberlain et Naby Keita, parce que tu peux à la fois avoir du contrôle comme être
explosif en contre, comme avoir une possession outrancière ou te contenter d'avoir 30% du temps de ballon, mais tu vas être tellement létal et clinique. Et puis surtout, c'est une force de frappe supplémentaire. C'est 5-6 buts par saison en plus de ce que te proposent ces attaquants. Moi, j'ai aucun souci, honnêtement, pour répondre à ta question, parce que aujourd'hui, il y a eu un changement de système. Alors forcément, ça prend du temps. Déjà, ça prend du temps parce qu'il faut que tu t'habitues à rejouer avec un vrai numéro 9, en l'occurrence avec Darwin Núñez. Et lui s'adapte bien. Une fois qu'il sera bien acclimaté, qu'il maîtrisera parfaitement l'anglais et comprendra les consignes tactiques, je pense qu'on reverra un très 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 haut niveau. Et encore une fois, tout dépend aussi de la santé de Thiago, tout dépend aussi de si Henderson se réveille, parce que cette saison en Champions League, on peut le blâmer pour beaucoup de choses, mais en Champions League jusque-là, il a fait du bon boulot, il faut le dire quand il est bon aussi. Et à voir aussi si Trent va se réveiller, son retour, c'est le plus déterminant, parce que on l'a vu quand on est latéraux, tout simplement même. Non, parce que Robertson fait un début de saison plutôt bon dans l'ensemble, ouais, et même Tsimikas. Il y a plus, justement, maintenant, il y a plus de débat avec Tsimikas, alors qu'avant, moi, je te dis, quand je voyais Liverpool, ce qui m'impressionnait le plus, c'est les latéraux. Franchement, la paire Robertson et Trent Alexander-Arnold, en termes de volume de jeu, d'apport offensif, même défensif, parce que oui, pour les incultes, Trent Alexander-Arnold, même s'il a jamais été bon, franchement, oui, mais ça n'a pas non plus été le mec le meilleur défensivement au poste de latéral, mais il faisait le taf malgré tout. Un mec en face, il a déjà vu Trent Alexander-Arnold énorme défensivement dans 2 finales. Non, moi j'ai déjà vu, mais c'est pour te dire, parce que là, il veut nous faire passer pour quelqu'un. Moi, voilà, je sais qu'il y a débat sur lui, est-ce qu'il doit jouer au milieu. J'ai vu sa déclaration plus ce matin où il dit les gens avant, il disait j'ai réinventé le poste et maintenant tout le monde veut me critiquer, il faut le changer de poste. Moi, je trouve que c'est juste question qu'il retrouve sa forme. Mais avant l'apport des latéraux, franchement, avec Robertson et Alexander-Arnold, c'était quand même au moins 20 galettes par match pour les attaquants devant et ça apportait un grand surplus. Après, la force aussi de Liverpool, et c'est une chance que justement Tsimikas soit là, c'est de se dire, si Robertson ne peut pas assumer, t'as Kostas Tsimikas qui lui aussi techniquement ressemble beaucoup plus à Trent Alexander-Arnold au niveau des qualités techniques et de ce qu'il propose dans le jeu, alors que Robertson, voilà, c'est un Scottish un peu plus vénère, un peu plus dur sur l'homme, plus solide défensivement. Mais c'est bien de se dire qu'au moins à gauche, on a un vrai backup de qualité et que d'ailleurs, qui serait titulaire dans beaucoup de formations. Dans la nôtre. Oui, clairement. Et au-delà de ça, à droite, Calvin Ramsey revient à la compétition. Il était blessé depuis le début de saison. On verra ce que ça va donner, mais encore une fois, ça va faire comme en 2020-2021. Le réveil de Trent Alexander-Arnold va coïncider au réveil et au retour total de Liverpool. Et à ce moment-là, la marche en avant, ça va aller droit devant et il n'y aura plus de ralentir. Non, mais de toute façon, pour Liverpool, pour ajouter ça, déjà, c'est bien celui sur Tsimikas parce que c'était dur, c'est dur, mais là, avec le niveau de Trent Alexander-Arnold et vu un Tsimikas de l'autre côté, ce qu'il peut prendre, je trouve que Liverpool devrait chercher un vrai concurrent à Alexander-Arnold, peut-être pas un joueur de son standing, il y en a peu, mais quelqu'un qui va venir un peu le titiller. Et maintenant, vu son niveau actuel et ce que Tsimikas arrive à jouer des matchs, ce sera plus facile à attirer qu'à un moment où tu vois, il y a les deux, même une doublure, le mec, il va pas accepter de venir le joueur pour être sur le banc constamment. Donc je trouve qu'il devrait aller chercher un petit concurrent à Alexander-Arnold. Et en plus de ça, le concurrent, en tout cas le remplaçant est là, mais comme il était blessé depuis le début de saison, on l'a pas beaucoup vu. Et c'est aussi pour ça que j'attends impatiemment la League Cup, parce que je pense que c'est à ce moment-là qu'on le verra. Et Calvin Ramsey, de ce qu'il a proposé en Écosse, c'était pas trop mauvais. Et j'espère qu'il pourra engranger des minutes, avoir de la continuité. Et rapidement pour conclure, un groupe qui est de nouveau concerné, et surtout qui retrouve la confiance. Mais vraiment dans l'intégralité, ce Liverpool-là peut encore proposer de belles choses, mais il y a nécessité impérative dès l'hiver prochain de se renouveler, de proposer autre chose, d'aller chercher des nouveaux milieux de terrain, peut-être un nouveau latéral, un autre attaquant supplémentaire. Il y a cette nécessité-là absolue. Maintenant, on va pouvoir passer au bilan des groupes de la Ligue des Champions. Je vais faire un petit tour de table. On va commencer avec toi, Yasser. Et on va commencer directement avec le groupe A. Et je veux que tu me dises ce que tu en penses de ce groupe-là. Est-ce que pour toi, ce classement est assez logique? Et après, on va faire groupe B à Abdou. Et après, on va faire un tour de table. Et ce que tu en penses très rapidement de ce groupe-là? En soi, la logique a été respectée. Enfin, Glasgow, on savait qu'ils étaient en dessous des trois. On voyait un peu l'Ajax. On savait que c'était Naples et Liverpool qui allaient se battre pour la première place. Maintenant, la seule surprise, c'est que Naples a fini devant Liverpool. Ça s'est joué un match où Naples est exceptionnel depuis le début de saison, invaincu comme l'a rappelé Raoul. Son championnat, ils sont aussi meilleurs. Donc franchement, il n'y a pas trop de surprises pour moi. Les deux qui étaient favoris passent. Ça joue à quelques points près. Match aller, match retour, Liverpool a su prendre sa revanche. Donc moi je trouve que la logique a été respectée.
La logique a été respectée. Juste pour ce groupe-là, il y a un petit extrait qui va être diffusé juste maintenant par rapport à Emren et ce qu'il avait dit sur ce groupe. Et c'est Paris sur le groupe A de la Ligue des Champions. La volonté d'abord. Liverpool premier et je vais donner un coup de poker. Rangers deuxième. Je vois un exploit immense des Rangers. Et pour moi, tout va se jouer sur l'équipe qui jouera les Rangers sur les 2 journées qui vont suivre, 3e et 4e. Parce qu'en 180 minutes, les Rangers sont capables de vraiment faire mal. Et sur 2 matchs qui se suivent, l'équipe qui rencontrera les Rangers aura très très fort à faire. Déjà à Ibrox Park ça va être difficile, mais en plus si les Rangers gagnent ce match à Ibrox Park en 3e journée, en 4e journée, ils n'auront plus qu'à défendre leur peau vachement à l'extérieur, et on sait que en défense et sur le fighting spirit, c'est une équipe qui est bien organisée avec Giovanni Van Bronckhorst qui sait amener cette équipe là où il veut l'amener. Donc ça, je vois Rangers deuxième. Voir Rangers deuxième, au final, bon, ton pari. Je vous avais demandé de prendre des risques, je vous avais pas dit de jouer avec le feu. Visionnaire. Donc au final, La vision claire. la vision claire, le visionnaire, mais bon, au final, on a vu que Rangers catastrophique sur ce groupe de Ligue des Champions. 2 buts marqués, 22 buts encaissés pour quand même un vice-champion d'Europe de la C3. C'est quand même une performance extrêmement pathétique de la part des Rangers. Mais bon, on va pouvoir continuer avec toi, Abdou, par rapport au groupe B. Juste avant, pour Vas-y. intervenir, maître sur Akata. Oui, je me suis totalement planté sur les Rangers et je vais vous expliquer pourquoi je les voyais très rapidement. deuxième. Pour moi, l'expérience d'une épopée européenne, c'est super important et c'est ça qui te permet en Ligue des Champions de ne pas être trop effrayé par ton manque d'expérience dans cette compétition-là. Et je voyais vraiment les Rangers un peu comme Villarreal, une équipe qui est capable de surprendre tout le monde et qui, grâce à son expérience, peut passer au-delà de chaque coup dur, comme on a vu par exemple avec Villarreal qui a dû surmonter un but du Bayern au match retour pour ensuite se qualifier. Je voyais aussi les Rangers, c'est une équipe qu'il faut affronter et oui, il faut avoir les idées claires. Et je voyais par exemple l'Ajax, qui n'avait peut-être pas les idées claires avec son renouvellement, se planter. Je les voyais se planter peut-être. Je voyais aussi peut-être le Napoli, et ça c'est ma plus grosse erreur, c'est d'avoir douté et sous-estimé le Napoli. Je pensais que le Napoli ferait un bon début de saison, mais uniquement en championnat, et j'ai sous-estimé leur capacité à se sublimer dans les grands rendez-vous. Donc je me suis totalement planté, j'ai voulu prendre un risque, j'ai joué avec le feu, je me suis brûlé, donc voilà, je fais mon mea culpa, je me suis littéralement planté. De toute façon, vu le classement de Rangers, t'as pas le choix de faire le mea culpa. Ah bah... Ce serait fou. C'est vrai. Après, je retiendrai juste que Raoul avait dit que Naples allait finir premier, que ça s'est vraiment passé. Voilà. L'extrait n'a pas été diffusé, mais j'ai vu l'extrait. Il avait dit que Naples allait finir premier. On va pouvoir passer maintenant avec toi, Abdou, pour le groupe B et pour que tu nous dises un petit peu ton ressenti par rapport à ce groupe-là assez rapidement. Et est-ce qu'il y a quand même la sacrée surprise? Et le Big Five l'avait prédit, encore une fois. Quand le Big Five part d'un club, il peut y avoir des grosses conséquences. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Victoire logique du FC Porto sur ce groupe-là. Déjà, dès l'année dernière, ils sortent très injustement face à l'Atlético de Madrid, où ils ont eu un but refusé au Wanda Metropolitano qui leur aurait assuré une qualification. Donc cette année, il y a une douce revanche de leur part et c'est mérité déjà. Ensuite, Bruges, qui était le premier club qualifié, qui a atteint les 10 points avant la 5e journée, donc c'était quand même assez énorme. Là aussi, encore une fois, dans le contenu, dans les performances qu'ils ont proposées, il n'y avait rien à dire. Sachant qu'ils ont perdu Deketler et Philippe Clement en plus. Exactement. Et ils ont totalement surclassé leurs adversaires sur les 3 premiers matchs, et sur les 4 premiers matchs même de la phase de poule. Pour ce qui est de Leverkusen, finalement, c'est ce qui a fait pencher la balance. C'est qu'en fait, ils n'ont pas été si transcendants que ça. Mais contre l'Atlético de Madrid, étrangement, ils ont fait le boulot. Aller, retour. Les prémices du Shabby Ball. Et exactement, ce n'est pas un hasard d'ailleurs. Et en bon dernier, les clowns de Madrid, disons les choses. Le deuxième club rouge et blanc de Madrid après le Rayo Vallecano. C'est bien fait pour eux. Je vais pas bouder mon plaisir. Et on se revoit peut-être l'année prochaine. J'espère en tout cas. J'ai une stat pour vous. C'est la première fois depuis 2011 que l'Atlético Madrid n'atteint pas une phase finale de Coupe d'Europe. C'est vrai, on l'avait vu. En plus, on l'avait dit, encore une fois, la phrase que tu avais dit, Abdou. Nous sommes le maudit football club. Je pense que c'est la phrase qu'on pourra accorder sur la phase de qualification de l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions cette saison-là. On verra l'année prochaine. Est-ce que Cholissimo va rester ou pas du tout? On verra. On passe avec toi, Imran, pour le groupe C. Et tu vas nous dire un petit peu ton ressenti pour un groupe assez intéressant, vu que c'est le groupe de la mort. Et bien entendu, Yasser, tu ne peux rien dire sur ce groupe-là. C'est à toi, Imran, de t'exprimer par rapport à ça.
Eh bien, écoutez, les pronostics ont été totalement déjoués. Le Et encore Barça une fois, est sorti. encore une fois, le Big Five, on a parlé du Barça. Et Oui. voilà. Ouais. Le Big Five a parlé du Barça et conséquence, le Barça a enchaîné 2 matchs catastrophiques contre l'Inter, une défaite à San Siro et un match nul qui comptait pour moi comme une défaite. C'est une surprise parce qu'en début de saison, on s'attend pas à ce que le Barça sorte, on s'attend plutôt à ce que l'Inter sorte parce que l'Inter sortait d'un début de saison mi-figue mi-raisin avec notamment une grosse défaite contre la Lazio qui faisait voir certaines tensions notamment avec Inzaghi. Et je vous rappelle que Inzaghi, avant le match contre le Barça, était sur la sellette. Donc la surprise, elle est totale. Mais au final, la surprise s'est transformée en logique parce que simplement le Barça avec Xavi n'ont pas eu les idées claires. Xavi ne savait pas trop quoi faire de cet effectif et donc il a payé. Le football est parfois injuste, mais le football a été juste avec le Barça parce qu'ils ont voulu aller trop vite, ils ont voulu aller plus vite que la musique et donc voilà. On va continuer. Non, je pourrais rien dire sur ça. On va continuer avec le groupe D avec toi, Raoul. Et ce groupe, voilà. Oh là 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 là, l'Olympique de Marseille. Ça fait beaucoup pour Yasser. Il ne pourra rien dire. C'est ta journée. J'ai longtemps esquivé le Big Five, mais là, la sentence est tombée. Arrivé au et ça- mauvais moment, fallait Et la faire plutôt sentence que- est irrévocable. Yasser, ça fait mal. Raoul, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce groupe-là et notamment sur le groupe de l'Olympique de Marseille? Non, bah en vrai, on poursuit la logique qu'on avait déjà établie dans une précédente émission. Je pense que Tottenham est un leader, mais un peu leader à contre-courant. Un leader sur le papier. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que les 4 équipes se sont battues pour ne pas être le leader. C'était vraiment un groupe assez abominable. L'Eintracht Francfort était une bonne équipe, solide, je pense. Ma surprise, ça reste quand même le Sporting qui pendant en 2 journées s'est vendu totalement face à l'OM. Voilà, je pense que Adan a fait une prestation horrible au match aller, on s'en rappelle. Maintenant, Marseille, dans la continuité de ce qu'ils font, courageux, mais jamais plus. Donc voilà, je pense que la logique est respectée. Je pense que même dans l'ensemble des groupes, on ne l'a pas appris grand-chose. Cette fois-ci, la logique de tous les groupes a été respectée. On va pouvoir maintenant passer au groupe E avec toi, Yasser. Et un groupe qui était quand même assez intéressant et assez homogène sur ce groupe-là, avec l'équipe d'un certain Pams qui a fini 2e. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur ce groupe? Est-ce que la logique est respectée? Yams, ACM pour ceux qui savent pas. Non, mais la logique elle a été respectée. Enfin, on a toujours mis Chelsea malgré les difficultés qu'on a pu voir. Enfin, au début de saison, on les avait pas vus. On pensait que Chelsea allait faire une grande saison. Pour le moment, c'est assez moyen. Mais la logique elle est respectée. On sait que Chelsea, qui sont en Champions League, c'est au-dessus de l'AC Milan. T'avais 2 entre guillemets outsiders, Salzbourg et Dynamo Zagreb. Le seul doute que t'avais, comme le rappelait Imran, c'est que voilà, avec les équipes de Serie A, t'as toujours ce doute. Est-ce qu'ils vont, ils vont pas nous faire une grosse boulette, quoi, j'ai envie de dire ça comme ça. Et on sait très bien que même à Salzbourg, il aurait pu même finir devant Milan, voilà, parce que c'est une équipe quand même qui a beaucoup de qualité. Mais finalement, Milan s'est réveillé, a prouvé son statut quand même de champion de Serie A. Et donc la logique elle a été respectée. Chelsea premier, incontesté, avec Milan deuxième. Pour moi, il n'y a pas de surprise. C'est la logique qui a été respectée. Abdo, on va continuer avec toi, avec le groupe F sur de la Ligue des Champions, avec ton groupe. Et ça tombe pile, et voilà. Eh ouais. Tout est écrit. Eh Qu'est-ce qu'on peut en penser? La triche. logique respectée. Dommage pour le Shakhtar. Hein. Dommage pour le Shakhtar, dommage pour Manchester City parce qu'ils pourront pas les tirer en 8e, ça va changer d'habitude. Logique respectée, je trouve, parce qu'en fin de compte, le Real finit premier, c'est ce qui était attendu. C'était une poule vraiment abordable et avec le calendrier ultra dense qu'on connaît pour tous les clubs, c'était nécessaire pour le Real d'avoir une poule plutôt tranquille comme ça et ils ont plutôt bien géré la chose. Leipzig qui finit second en sachant que le premier match ils perdent 4-1 à domicile contre le Shakhtar et ils ont totalement renversé la table au point de finir très très fort la phase de poule et s'offrir une victoire de prestige contre le Real Madrid, les faire tomber pour la première fois de la saison, ce n'est pas rien, donc chapeau bas et encore plus en Champions League. Et puis le Celtic, malheureusement je pense que le Celtic a un petit peu loupé le coche dans le sens où par exemple quand on voit l'entrée de Jota face au Real Madrid, on se dit qu'il aurait peut-être dû un peu plus jouer et peut-être que le Celtic aurait pu aller chercher pourquoi pas une qualif en Europa. C'est dommage, il y a un sentiment, il y a peut-être un petit goût d'inachevé côté Celtic, mais dans l'ensemble je trouve que ce groupe est plutôt cohérent et le classement l'est tout autant. Un groupe cohérent, un classement cohérent. On va passer avec le groupe G avec toi, Imran. Manchester City premier. Est-ce que là aussi la logique est totalement respectée au vu de ce groupe donné pour Manchester? Ouais, logique respectée. Manchester City a
à rouler sur ce groupe-là. Après, ils se sont contentés de gérer, notamment avec ce match nul en 5e journée face au Borussia Dortmund. Séville, c'est un club qui est tangué, qui a changé son coach, avec une scène d'ailleurs qui a été assez bizarre où Lopetegui a fait ses adieux après la lourde claque qu'il a pris face à Dortmund. C'était une scène assez bizarre. Mais ça témoigne aussi de la difficulté, de l'instabilité dans laquelle ce club se trouve. Catastrophique, Séville. C'est hybride, Séville, c'est entre fin de cycle et entre un nouveau cycle qui arrive pas à se lancer. Et derrière, Copenhague a été un peu la tête à claque du groupe. Non, mais quand même, il y a quand même Séville, moi je trouve ils ont raté une belle occasion parce que Dortmund, on sait très bien, sur le plan européen, les équipes espagnoles, notamment Séville, ont plus prouvé sur ces dernières années. Et un bon Séville, comme on a pu le voir, notamment sur les 5 dernières années, à part cette saison, aurait pu pour moi finir deuxième et devant un Dortmund et les envoyer en Europa League largement. Donc c'est dommage. Pour moi, il y avait vraiment un coup à jouer. Maintenant, la situation est comme ça, mais je trouve que la logique a été respectée pour Manchester City. Mais pour Dortmund-Séville, pour moi, Séville aurait pu beaucoup faire une meilleure opposition à Dortmund, tout simplement. On va passer au dernier groupe, mais non des moindres, avec Raoul. Magnifique. Non, c'est dégueulasse ce qu'on est en train de voir. Mais je tiens à préciser une petite stat. Le Paris Saint-Germain a débloqué tous les choix possibles pour la deuxième place, pour départager les deux équipes entre Paris et Benfica. Tout a été débloqué. C'était le 7e levier, on va dire, qui était... ça a failli jouer au carton jaune, mais au final, ça s'est joué au but à l'extérieur. Qu'est-ce que tu sous-entends ? Je sous-entends qu'on est aussi spectaculaire que le FC Barcelone. Et comment on passe le 8e ? J'ai juste une question. Quand tu parles de débloquer tous les clubs, on parle du PSG ou des personnages dans Tekken ? Je suis un peu perdu. Parce que On parle du PSG. Est-ce que tu parles de tout type de remontada ? Non. À distance, pas à distance ? En Wi-Fi, 4G+. Franchement, non mais il faut le dire. Franchement, le PSG là sur ce coup-là, c'est une malédiction. C'est pas possible. C'est l'ADN. Non, mais ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils peuvent s'en prendre qu'à Voilà. eux-mêmes, mais au bout d'un moment, même en faisant Laissons Raoul s'en vas-y, charger. allez, Non mais en fait j'ai pas de mots pour expliquer ça. Je pense que en fait c'est tout simplement honteux. Au bout d'un moment, t'es une équipe avec un trio absolument exceptionnel qui vise à gagner la Ligue des Champions. Si t'es pas à même de proposer déjà du spectacle face déjà au Maccabi, au match aller à l'extérieur, c'est une démonstration, une première mi-temps mais qui est absolument désastreuse, où ils gagnent quand même 3-1 vraiment au bout du fil. La Juve, Ensuite, pareil. La Juve, au match aller, on se fait quand même une petite peur. Après une première mi-temps qui est vraiment aboutie, mais à une deuxième période où on les voit retomber dans leur travers. Et puis, tu as 2 prestations face au Benfica où en fait, ils sont là face à... C'est l'ordinateur qui est en train de jouer, quoi. Il n'y a aucune envie, il n'y a rien. En fait, c'est triste parce que ce que je trouve bien, moi, chez Galtier, depuis son arrivée, c'est que toujours dans sa lecture des matchs, il est toujours juste, que ce soit avant ou après, toujours dans l'analyse, il est toujours le bon mot, toujours très pertinent. Mais pendant, il n'y a rien. Par contre, voilà, pendant les matchs, pour quand il faut être actif, il n'y a plus rien. Donc là, je me demande, est-ce qu'il y a toujours un peu une responsabilité plus haut de la direction où il n'est pas forcément libre de ses choix ? Moi, ça m'étonnerait. Mais si c'est pas le cas, si c'est pas ce cas-là, qu'est-ce que c'est en fait ? Qu'est-ce que Galtier n'arrive pas à... Ouais, mais à ce moment-là, est-ce que Galtier n'a pas d'empreinte sur ses joueurs ? C'est le souci de l'essentiel des coachs au Paris Saint-Germain depuis quelques années quand même. Mais oui, mais sauf que là, il n'y a pas l'équation, il n'y a pas le facteur direction ou le président qui a son mot à dire. Je vais te prendre un exemple. Quand à Manchester, même si ça peut être un autre cas, Ten Hag, il fait pas rentrer Ronaldo. Il sait que même, peu importe, même si Ten Hag, bon actuellement ça va se passer, mais même s'il serait critiqué, il sait que c'est un club avec une direction, une institution. Jamais ils vont dire à Ronaldo, Ten Hag, il a pas eu raison, tu dois respecter. Lui, il sort à Mbappé, il est pas content. Il sait que Galtier, il peut se mettre à dos. Non, c'est pas vrai, parce qu'il les sort. Et son président, il va défendre ses choses. Non, là, c'est plus le cas. C'est plus le cas, mais regarde ce qu'on a donné à Mbappé, on va me dire c'est plus le cas. Regarde tous les passes droits qu'a eu Verratti depuis 10 ans, on peut pas me dire c'est plus le cas. Regarde tous les passes droits qu'a eu Neymar aussi, on peut pas me dire c'est plus le cas. C'est pas le cas cette saison. C'est pas parce qu'ils sont bons sur le début de saison qu'on doit tout oublier, et c'est pas le cas cette saison. Au bout d'un moment, les coachs au PSG, même si c'est pas un débat sur le PSG, on le dit,
il pense pas tactique. Galtier, quand il rentre chez lui, il pense pas au prochain match, ce qu'il va faire tactiquement. C'est est-ce que je vais sortir Mbappé s'il est pas bon? Non, je peux pas. Il y a l'ego, il y a tout ça. Pareil pour Neymar, pareil pour Messi. Et pourquoi il sort Messi à chaque fois en premier? Parce qu'il va rien dire. Parce que Messi, malgré le statut qu'il a, on sait qu'aujourd'hui il est au PSG, il a 35 ans, sa carrière elle est faite, voilà, il s'en fiche pas, mais il a pas, c'est pas quelqu'un qui va. Pourtant, c'est Messi qui sort le moins des trois, et encore, c'est beaucoup Neymar qui sort. Mais tu vois, il sait très bien qu'avec un Neymar et un Mbappé, il y aura toujours. Mais pourtant, c'est Neymar qui sort. Neymar, c'est pareil. Neymar, tu vas. Il y a beaucoup de matchs, des fois, où Messi est sorti en premier alors qu'il méritait pas. Mais Neymar, tu le sors parce que, au vu de ce qui se passait, des rumeurs qui disaient que Neymar devait être vendu, il va pas faire la tête à chaque fois s'il le fait sortir, alors qu'Mbappé, on l'a vu que. Et pourtant, Mbappé, cette saison est très mauvais, notamment depuis le match face à Lille. Très mauvais, non. Il est perfectible, on va dire. Mais moi, je suis pas sûr. Moi, il est pas bon pour moi. Parce que malgré tout, sur le PSG, je trouve qu'il. Je crois que les mots envers Mbappé sont un peu disproportionnés quand même. Il se date, mais dans les faits et dans le contenu, ça laisse à Il est désirer. perfectible. On est d'accord. On en parlait en amont, Raoul. C'est ça le problème, c'est quand tu commences à être trop détesté, les gens, ils ne savent pas mettre une limite dans leurs propos. Mbappé, ça reste toujours en termes de stats, même si dans le jeu, il y a quand même, ça reste toujours exceptionnel. Il faut les mettre, ça reste, voilà. Faut les mettre. En plus, c'est pas des buts comme Ronaldo le faisait à l'ancienne où il vient, il met son but de la tête et au revoir, merci. Il touche des ballons, il essaie de créer des différences. Il réussit peut-être pas, mais au moins il tente. C'est au moins ce qu'on peut lui prouver. Maintenant, moi, ce que je reproche au PSG, c'est quand même la manque de consistance en soi. Ils sont pas assez, le bloc est pas assez solide. La défense, notamment. Faudra parler de Sergio Ramos, même si je l'ai beaucoup défendu. D'un moment, c'est plus possible. Même si, encore une fois, il y a toujours des circonstances qui sont un petit peu bizarres. Pourquoi il joue pas à son vrai poste, de central gauche, ce poste qu'il a joué pendant plus de 10 ans au Real. Il a déjà joué central droit, hein. Même latéral droit. Très rarement, parce que Varane et Pepe, c'était des centrales à droite. Et latéral droit, c'était son poste de formation, évidemment. Mais il a rarement joué à partir de 2011 au Real Madrid. Voilà pourquoi Marquinhos aussi. Est-ce que Marquinhos, il est moyen aussi? C'est une interrogation. Pourquoi le système à 3 finalement, au niveau des pistons, ça n'a pas tant marché que ça? Moi, j'ai quelques réponses, notamment Hakimi. Pourquoi est-ce qu'on le touche si haut alors qu'on sait que sa première force, c'est de partir très bas avec le ballon et qu'il est lancé? Voilà, j'ai ces quelques interrogations au niveau du PSG qui se sont beaucoup montrées là pendant ces phases de poule, où ils ont beaucoup encaissé de buts évitables, notamment face au Maccabi. Et face à 3. Face à 3, mais ça c'est en Ligue 1, je pense que c'est moins important. Même là, face à la Juve, je pense qu'en termes de contenu, à l'extérieur, tu dois attendre face à une Juve, mais qui manque. La Primavera. Mais qui manquait de combien? De 14 joueurs, je crois. Ouais. C'était l'occasion ou jamais, en fait, de faire un match plein et de montrer, ok, c'est nous les patrons, nous aussi, on est là pour gagner la Ligue des Champions et avec la manière. Et au final, c'est la Juve limite qui a été mal payée sur ce match-là. Milik a vraiment choqué ce match-là. Milik a été très mauvais sur le match. Il aurait pu en mettre pas mal. Sur le PSG, quand même, faut le dire, depuis les 6 premiers mois de Tourelle, en termes de jeu, plus rien n'a avancé. Je vois que les mêmes matchs. Ça veut dire un PSG qui est moyen. Je vois de l'avancée quand même. Qui est moyen. Et voilà, un par moment, je vais voir un Neymar, Mbappé faire son exploit qui va débloquer. Je vais dire c'est exceptionnel, mais voilà. Après, je te mets une limite là-dessus. Quelle équipe t'a impressionné pendant ces 3 derniers mois en ce moment? Sur les 3 derniers mois, franchement, moi, honnêtement, ça a régressé. T'avais des équipes comme le Bayern. En Ligue des Champions? Ouais. En Ligue des Champions, Napoli. Naples, on est d'accord. Ouais. Mais ils sont dans la continuité de ce qu'ils font depuis un an, avec quand même des facteurs X qui rapportent en vrai, moi là comme ça, je te dirais Naples, je te dirais Liverpool qui a quand même été Liverpool, très, très ça reste moyen et on l'a vu aussi. Ça reste moyen, mais franchement par rapport à ce que tu proposes en PL, c'est le jour et la nuit. Non mais c'est clair. C'est clair, mais ça reste, c'est pas non plus flamboyant. Ça, j'ai pas. On est d'accord. Peut-être Dortmund aussi. Mais tu vois, le problème du PSG, c'est que ça va au-delà de la Ligue des Champions. C'est que maintenant, même en Ligue 1, depuis 2 ans, c'est comme ça. Alors qu'avant, je me rappelle d'une époque, bon, peut-être c'est un peu loin, mais l'époque en 2016, avec les Laurent Blanc et tout, c'était un jeu flamboyant. Et après, même sous Emery. Et sous Emery, ça allait. Et sous Tourelle, les 6 premiers mois, moi, j'avais adoré. Hein, franchement, j'avais trop. C'est pas parce que j'aime beaucoup Tourelle. Je suis pas fan du PSG, mais j'avais énormément aimé ce qu'il voulait faire, là où il voulait en venir, malgré qu'il avait un effectif.
il n'y avait même pas de milieu. Après, on lui a enlevé Rabiot, il n'y avait plus de milieu. Il y avait beaucoup de blessures, il s'est retrouvé. Il a fini avec Draxler, Bernat et Daniel Vess au milieu. Ça n'empêche pas jusqu'au drame de Manchester de faire proposer un très bon jeu. Sûr. Maintenant, après, quand tu vois un Pochettino, et si on suit tous la première ligue, on peut pas me faire croire. C'est ça en fait aussi. Pochettino, je t'explique, c'est l'entraîneur qui a compris le plus vite possible qu'il n'aurait rien pu faire au Paris Saint-Germain. Non, c'est faux. Il peut pas s'en remettre à ça parce que quand tu regardes Tourelle, je peux dire, il a essayé. Et à la fin, il a été lassé par la situation. Oui. Mais Pochettino, même il a compris, mais il n'a pas voulu essayer. Oui, mais il a pas voulu. Pochettino, au bout d'un moment. Mais à ce moment-là, tu ne signes pas un contrat qui te permet de gagner 9 millions d'euros par an. Thomas Tuchel aussi l'a signé. Mais oui, mais Thomas Tuchel, il est allé jusqu'au bout de ses idées. Oui, mais au début, Thomas Tuchel est allé jusqu'au bout de ses idées. Pochettino aussi, il le savait. Mais Pochettino, il s'est peut-être dit que lui aussi, il allait pouvoir faire quelque chose. Mais il a rien voulu montrer. Et pourtant, à Tottenham, il en a montré des choses. Oui, mais Pochettino, comme je voulais, il a rien voulu montrer. Il s'est vite compris qu'il alors pourquoi il a signé? Parce qu'il s'est dit que peut-être il allait pouvoir faire quelque chose. Il voulait du pognon. C'est la seule réponse. Non, parce qu'il voulait faire quelque chose. Parce qu'il voulait le nom PSG sur son CV aussi. Pochettino, c'est quelqu'un qui de base aime beaucoup le PSG. Il aime beaucoup Paris. Et surtout, il voulait faire comme ça. Après, il a signé comme tous les entraîneurs qui ont signé au Paris Saint-Germain. Pochettino voulait instaurer quelque chose au PSG. Après, il a rien fait. Il a abandonné le projet plus vite que possible. C'est bien pour ça qu'il voulait retourner à Tottenham ou à Manchester. C'est pour ça qu'il a demandé du temps pendant 1 an et demi. Il a rien fait pendant 1 an et demi. C'est ce que je dis. C'est pour ça qu'il a demandé du temps à chaque fois. Et qu'il a eu ses réponses en conférence de presse. Le PSG de Pochettino, qu'on se le dise, s'il y a pas. Alors peut-être. C'est le pire. Si on enlève. C'est le pire de leur. Si j'enlève Mbappé. Alors je dis pas que vous prenez pas Ligue 1 l'année dernière, mais je sais pas. Franchement, parce que peut-être s'il y a pas Mbappé, les joueurs inconsciemment jouent d'une autre manière. C'est comme ça, mais. Je sais pas, ça finit combienième en réalité, parce qu'il y avait rien. Vraiment, il y avait rien. Par gagner des matchs à la dernière seconde, il y a rien. On a même sur l'espace d'un mois, on l'a pas vu. Si j'aurais vu sur l'espace d'un mois, 1 mois et demi, j'aurais dit. Ok, il a été lassé et tout après, mais là, il n'y a rien eu. Un Tuchel peut dire. En vrai, là, pour revenir un peu au sujet, en fait, ce qui me déçoit, c'est que à l'extérieur, en tout cas, j'ai vu encore une fois les remontrances du PSG depuis 10 ans, quoi. En fait, j'ai pas vu de différence à l'extérieur avec le PSG de Pochettino sous Galtier. C'est ça qui me dérange un peu, même si à domicile, en tout cas, on voit des belles choses, certaines moins bonnes. Après, c'est une équipe avec des nouveaux joueurs, comme toujours, avec un nouvel entraîneur. Ça fait que 6 mois, il y a que. Après, on verra après la Coupe du Monde, parce que ça peut être catastrophique. Et surtout que je mets le point sur ça, c'est très important pour moi. Galtier n'a eu, comme beaucoup d'entraîneurs, que 3 jours. À chaque fois qu'un rythme un rythme de match tous les 3 jours. Il n'aura que ça, parce qu'après il n'y a pas de lui. Il y a pas de semaine. Et c'est ça qui me dérange un peu dans le foot actuel. Et c'est pour ça que je constate un manque de spectacle dans toutes ces équipes qui pourtant sont attendues. Et même Manchester City, je pense que malgré le fait qu'ils sont sur un cycle quand même qui est bien rodé aujourd'hui, ils sont bien moins spectaculaires qu'avant. Donc c'est pour ça que je mets quand même une réserve sur Galtier en ce moment. Il l'aura l'année prochaine quand on passera à 18. Si je pourrais ajouter quelque chose très rapidement, après on sur va le PSG. À vos pronos. Pour moi, le PSG, il y a 2 problèmes qui vont encore une fois les faire sombrer et qui n'ont toujours pas été réglés en 10 ans. Les coups de pied arrêtés et surtout la gestion de la transition défensive. À chaque perte de balle, le PSG ne sait pas quelle attitude adopter. Au lieu de contre-presser, d'être haut et on va dire d'imposer des récupérations hautes qui permettraient en plus... pressing. Oui, le premier pressing, il est catastrophique au PSG. Il n'existe pas. Et même quand il est fait, il est catastrophique. Il se retranspluse derrière. Mais le problème, c'est que le PSG a une très très mauvaise protection de surface. Et donc, ça fait que quand le PSG essaie de défendre un avantage, ça finit toujours en autre boudin parce que derrière, tu as un Marquinhos qui ne sait absolument pas protéger une surface, qui est très bon pour intervenir en avançant, mais pas bon pour protéger une surface. Tu as un Ramos qui est vieux et tu as un Kimpembe qui a, on va dire, ce même profil-là que Marquinhos. Et pour moi, et on l'a vu face au Real, on l'a vu face à Manchester, c'est vraiment ces gestions des pertes de balles qui coûtent de plus en plus au PSG. Et encore une fois, la révolution pour moi, et la révolution qui aurait dû être faite il y a 5 ans après la remontada, c'est de prendre des joueurs capables d'effectuer des courses à haute intensité et capables d'effectuer des gros pressings. Faire le mauvais travail. Et c'est aussi ça aussi, moi j'ai l'impression que ce PSG, alors il y a un bel effectif, il n'y a rien à dire, mais j'ai l'impression que l'effectif il a régressé. Quand je voyais les 11, quand je reviens à l'époque Laurent Blanc en 2016, quand tu as un 11 avec un milieu Matuidi, Verratti, Mota, une défense Thiago Silva, Marquinhos. Après, on dit tout le temps ça, tu vois, mais quand on dit, mais à cette époque de Laurent Blanc, on fait jamais demi-finale de Ligue des Champions. Oui, il manquait d'expérience, mais en tout cas, le 11, le milieu il était plus armé. Un milieu Matuidi, Verratti, Mota, c'était assez hybride pour aller faire quelque chose en Ligue des Champions, malgré que
Voilà, il y avait tout pour moi qui était réuni en termes d'intensité. Tu avais l'aspect technique avec Mota et surtout Marco Verratti. Tu avais l'intensité avec et les récupérations avec Mota et Matuidi. Enfin là, tu as des milieux, tu que technique. Ça fait combien de temps on dit qu'il faut aller chercher un grand 6, quelqu'un qui va te faire le mauvais travail? Alors, ils ont été chercher des 6, des bons joueurs moyens, des Gay, des Danilo Pereira. Ça n'a pas totalement marché. Mais au bout d'un moment... Voilà, tu peux pas tout mettre sur l'attaque. Je comprends qu'ils ont... En fait, ils ont essayé toutes les stratégies. Ils ont essayé de recruter un peu moins bling-bling, mais ça marche pas aussi. Donc, va falloir, au bout d'un moment, se remettre grandement en question. Et pour moi, le PSG, je vais finir sur ça. J'ai toujours dit, ils peuvent faire changer d'entraîneur, changer de directeur sportif, changer d'effectif. Ça passera par un changement de direction total. Si tout là-haut, à partir du moment où ça change, même si on a l'impression qu'il n'y a pas de grands problèmes, il y a toujours des grands problèmes. Le jour où ils changent ça, voilà, ça va... se répercute. Voilà, l'impact va être sur toutes les lignes du bas, que ce soit joueur, entraîneur et direction sportive, notamment le directeur sportif. Maintenant, on va passer à vos pronos de Ligue des Champions que je vais énumérer groupe par groupe, enfin joueur par personne. On va commencer avec ton prono, Abdou, que je vais pouvoir lire. On a alors Francfort, Real Madrid. Tiens. Ah Liverpool, Porto. Bizarre. Très clément avec les siens. PSG Bayern, le match qui va être le plus entertainment de Twitter si ça arrive. AC Milan Benfica, Leipzig Napoli, Bruges Manchester City, Inter Tottenham et Dortmund Chelsea. On va pouvoir passer maintenant à celui de Raoul. Celui de Raoul, Liverpool Bayern. Ah, ça c'est un match qui me fait plaisir. PSG Chelsea, beaucoup de souvenirs. Le Rasenballsport Leipzig encore une fois face à Napoli, Dortmund face à Tottenham, Intercity, AC Milan Porto, Bruges Benfica et Francfort Real Madrid. On passera maintenant à celui de Yasser, Liverpool Bayern, PSG Real, tiens la revanche, Dortmund Napoli, Leipzig Benfica Intercity, Francfort Porto, Bruges Chelsea, AC Milan Benfica et Imran en dernier. Liverpool, Bayern, Inter, Porto, Dortmund, Tottenham, Leipzig, Napoli, PSG City. Ça va faire plaisir à DH. Mais Bruges, Chelsea, les mêmes matchs. Real Madrid, Francfort et AC Milan, Benfica. C'est à peu près les mêmes matchs, mais après on verra ce qui va se passer. Le tirage au sort sera lundi.